Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La proposition de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a été déposée il y a un an, à l'issue d'un travail commun au commissaire socialiste aux finances. Et je veux commencer ici par les remercier, ainsi que notre président Patrick Kanner pour son inscription à l'ordre du jour du Sénat aujourd'hui. Avant de détailler les propositions que contient notre texte, je souhaite dans un premier temps rappeler le contexte des finances publiques dans lequel nous sommes et qui n'a fait que se détériorer depuis des mois. Ce contexte, il renforce notre conviction que le dispositif que nous proposons aujourd'hui est nécessaire. Car au-delà même de cette proposition de loi, nous croyons vraiment que c'est un changement de paradigme qui s'impose aujourd'hui en matière de fiscalité. Notre attractivité économique ne finance désormais plus notre modèle social, comme le montre le creusement du déficit malgré les coupes budgétaires dans les dépenses. Et c'est donc tout notre système fiscal qu'il faut changer pour redonner à notre pays les moyens nécessaires au bon fonctionnement des services publics, ce que les gouvernements précédents ont toujours refusé de faire. Car quelle a été l'approche économique depuis 2017 et que Bruno Le Maire a toujours assumé et même revendiqué? La baisse du taux de prélèvement obligatoire. Mais si les recettes ont bien baissé, de plus de 50 milliards d'euros par an d'après nos estimations, il n'en est pas de même des dépenses. Et le ruissellement n'est jamais venu. D'où le creusement du déficit et du niveau d'endettement du pays, à respectivement plus de 6% et plus de 110% du PIB. Reconnaissons-le, cette politique avait sa cohérence, même si nous ne la partagions pas, mais cette politique n'a pas marché et il est temps d'en changer. En somme, et le Premier ministre l'a d'ailleurs reconnu, le gouvernement fait face à un mur de financement, tant pour les investissements nécessaires en matière écologique, que pour assurer le fonctionnement quotidien de l'État, la solidarité et les services publics. Renverser une approche profondément injuste, fondée sur la politique de l'offre, rééquilibrer la fiscalité en faisant en sorte qu'elle soit plus équitable et qu'elle finance des actions concourant à l'intérêt général, c'est le cœur du dispositif que nous présentons aujourd'hui. Et les travaux récents des économistes, je pense notamment à Anne-Laure Delatte, montre que les prélèvements des ménages représentent aujourd'hui les 2/3 du budget de l'État et du budget social, contre 1/3 pour les entreprises. Nous avons un objectif simple: rééquilibrer la fiscalité des entreprises pour qu'elles participent davantage, et ce, en passant d'une seule logique d'octroi d'avantages fiscaux pour celles qui ont un comportement dit vertueux, à la mise en place de malus pour celles qui génèrent par leur activité des externalités négatives, c'est-à-dire contraires à l'intérêt général et aux objectifs de politique publique. Autrement dit, des externalités qui ne répondent ni à l'urgence écologique, ni à l'urgence sociale, et même qui les aggravent. Nous proposons d'inverser la logique des niches fiscales qui coûtent si cher et pour beaucoup d'entre elles se justifient de moins en moins. Prenons un exemple. S'il n'est pas interdit aux entreprises de conduire des activités polluantes, avec notre proposition, celles qui le font devront compenser à juste hauteur les désagréments générés par un taux d'imposition sur les sociétés supérieur. C'est ce changement de modèle qui permettra à l'État d'engranger des recettes de manière durable, là où les hausses d'impôts annoncées par Michel Barnier ne vont pas dans ce sens, puisqu'elles ne servent qu'à combler les trous et reposeront sur tous les Français, même les plus modestes. Je crains que la présentation du PLF pour 2025 tout à l'heure ne le confirme. Et si les entreprises ne subissent pas une hausse d'impôts, c'est qu'elles auront elles-mêmes participé aux objectifs sociaux écologiques et donc contribué à atteindre ces objectifs que nous devons tous partager. Ça n'est donc pas une augmentation unilatérale des taux d'impôt, mais véritablement un dispositif incitatif. J'en viens à présent au contenu précis de la proposition de loi qui est divisée en 2 chapitres. Le premier chapitre propose une réforme d'ensemble de la fiscalité des entreprises à l'aune de l'ambition que je viens d'évoquer, et l'article 1 constitue le cœur du dispositif. Je souhaiterais m'y arrêter un instant.
Il propose le maintien du taux standard d'imposition des sociétés à 25% et instaure un nouveau taux de 30% pour les entreprises qui ne respectent pas certaines conditions relevant de l'intérêt général, social ou écologique. Ce taux s'appliquerait pour les sociétés qui conduisent des activités polluantes au sens du Code général des impôts et cette disposition s'applique à toutes les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés. Les sociétés qui ne publient pas leur rapport annuel sur les écarts de rémunération hommes-femmes par ailleurs au sens de la loi Rixain, donc pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Les sociétés qui n'emploient pas au moins 6% de personnes en situation de handicap, conformément au Code du travail pour les entreprises de plus de 20 salariés. Les sociétés qui ne sont pas gérées dans leur intérêt social en intégrant les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Cette disposition, elle s'applique à toutes les entreprises. Et enfin, les sociétés qui pratiquent des écarts de salaire supérieurs à un écart de 1 à 30. Cette disposition s'applique à l'ensemble des entreprises, là aussi, suite à un calcul précis prévu par la loi. Le mécanisme proposé ne remet donc en cause ni la liberté d'activité, ni la liberté de gestion des entreprises, mais il ferait supporter aux entreprises, sur le plan fiscal, le coût social et environnemental généré par leur non-respect de ces règles. L'article 2 reprend la proposition de loi référendaire que notre groupe avait portée avec nos collègues députés et qui visait à créer une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, la taxation des superprofits. Contrairement à l'initiative d'alors qui se voulait temporaire, notre proposition est de rendre cette progressivité dans l'impôt des sociétés permanente. Concrètement, nous ne nous inscrivons pas contre les entreprises qui connaissent des pics de bénéfices. Nous souhaitons simplement que dans ce cas, elles contribuent à hauteur à l'effort fiscal de manière plus juste et plus équitable. À la suite du premier chapitre consacré à l'impôt sur les sociétés, notre second chapitre est lui consacré à la rationalisation de certaines niches fiscales concernant les entreprises. L'article 3 vise à réformer le crédit d'impôt recherche en le recentrant sur les PME et en supprimant la tranche à 5% pour les dépenses supérieures à 100 millions d'euros, ainsi que de faire passer de 30 à 40% le taux du crédit d'impôt recherche pour les PME. Nous voulons également concentrer le crédit d'impôt recherche sur les dépenses de recherche relatives à l'environnement afin d'atteindre un CIR vert. L'article 4, lui, porte sur la déduction exceptionnelle applicable aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers qui utilisent des énergies propres afin d'en sortir le gaz naturel qui est une énergie fossile. Et enfin, l'article 5 vise à conditionner les exonérations d'impôts sur les sociétés dans le cadre des zones franches urbaines en la réservant aux activités économiques durables sur un plan environnemental. Chers collègues, pour conclure, ces différents dispositifs s'inscrivent dans la vision que nous partageons au groupe socialiste, à gauche et je l'espère au-delà, celle d'un changement de modèle nécessaire où l'impôt des sociétés, plutôt que d'être unilatéralement augmenté, nous verrons si c'est la proposition du gouvernement, que cet impôt des sociétés soit réformé de sorte qu'il constitue une réponse à l'urgence écologique, qu'il contribue à une plus grande justice sociale. C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui et j'espère, je crois, que nous participons ainsi utilement à notre débat démocratique. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à féliciter mon collègue Rémi Féraud, auteur de cette proposition de loi visant à instaurer une imposition des sociétés plus juste et plus écologiste. Ce texte devait être examiné le 13 juin dernier, mais la dissolution décidée par le président de la République l'en a empêché. Depuis son passage en commission, néanmoins, j'observe un changement de ton du côté de la majorité sénatoriale, devenue entre-temps majorité gouvernementale, sur la question des nouvelles ressources fiscales. Cependant, chers collègues, alors que vous affirmez que toute hausse de la fiscalité des entreprises serait contre-productive, le Premier ministre que vous soutenez admet aujourd'hui que l'effort devra aussi concerner les grandes entreprises réalisant d'importants profits. C'est un des objets de cette proposition de loi. Inutile donc d'attendre le prochain projet de loi de finances. Cette proposition de loi offre la possibilité de traduire ces bonnes intentions en actes dès maintenant. L'urgence est en effet double. D'une part parce qu'il nous faut répondre aux crises climatiques et sociales qui s'aggravent chaque jour, et d'autre part parce qu'il est impératif de redresser nos finances publiques
largement détériorée par les choix politiques faits depuis 2017 qui ont contribué à baisser les ressources de l'État, à augmenter les aides aux entreprises par une politique de l'offre qui a échoué. Or, nous le savons tous, la transition écologique nécessitera des investissements colossaux estimés à 34 milliards d'euros par an selon le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Nous sommes donc face à une équation complexe. Comment financer ces investissements indispensables sans aggraver la situation de nos comptes publics? Ces deux objectifs ne sont pas incompatibles et cette proposition de loi y répond. Pour y parvenir, il nous faut mobiliser de nouvelles ressources, revoir les dépenses coûteuses et anti-écologiques et réorienter notre appareil productif vers des pratiques durables. Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans cette exigence. Elle ambitionne de faire des entreprises des acteurs engagés de la transition écologique en réformant l'imposition sur les sociétés pour l'adapter aux réalités du dérèglement climatique. Elle participe également au redressement de nos finances publiques en supprimant certaines niches brunes. Passons maintenant à l'analyse des articles. L'article 1er propose d'instaurer un taux dérogatoire de l'impôt sur les sociétés porté de 25 à 30% pour les entreprises qui manquent à leurs obligations sociales, sociétales et environnementales. Cette disposition ne fait que rappeler aux entreprises qu'elles doivent respecter la loi et adopter des pratiques plus responsables. L'article 2, quant à lui, prévoit l'instauration d'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises affichant des superprofits. Dans un contexte où de nombreux de nos concitoyens, les PME, traversent des difficultés économiques, il est juste que ces entreprises qui réalisent des bénéfices importants participent à l'effort collectif. Les articles suivants se concentrent sur la rationalisation des dépenses publiques en ciblant spécifiquement 3 niches fiscales. Avant d'examiner ces articles en détail, il est important de prendre un peu de recul. En 2019, avant que la pandémie ne frappe, France Stratégie estimait déjà le montant des aides publiques aux entreprises à 223 milliards d'euros par an. Schématiquement, nous pourrions comparer ces aides à un iceberg, une partie émergée, visible, quantifiable, qui correspond aux subventions directes accordées aux entreprises, et une partie immergée, plus difficile à visualiser, à quantifier, qui regroupe les niches fiscales et sociales. Les travaux d'Anne-Laure Delatte montrent que la part des niches fiscales et sociales est passée d'à peine 1% en 1979 à près de 4% aujourd'hui. C'est assez considérable, alors que les subventions aux entreprises ont stagné environ à 2%. Cela signifie que progressivement, notre mode d'action publique a privilégié les exonérations plutôt que le soutien direct aux entreprises via des subventions. Et cette évolution n'est pas sans conséquence en réalité, parce qu'elle réduit la capacité de l'État à définir des priorités, alors même que notre action devrait être totalement réorientée en faveur de la transition écologique. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'article 3, qui traite du crédit d'impôt recherche. Ce dispositif coûte 7 milliards d'euros par an, mais son efficacité est contestée. L'État finance plus de 20% des dépenses privées de R&D via le crédit d'impôt recherche, soit plus du triple que la moyenne des pays de l'OCDE. Pourtant, la part de la R&D privée dans le PIB en France reste faible, environ 1,4%, bien inférieure à la moyenne de l'OCDE qui se situe à 1,8% et bien en deçà, par exemple, de l'Allemagne et des États-Unis qui sont au-delà de 2%. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce sont surtout les grandes entreprises qui bénéficient du CIR. Comme l'a indiqué notre collègue Vanina Paoli-Gagin dans son rapport, il existe un effet d'aubaine sur le CIR. Pour chaque euro reçu via le CIR, les grandes entreprises n'augmentent leurs dépenses de R&D que de 0,4 euros, quand les PME augmentent leurs dépenses de R&D de 1,4 euros. Donc il y a vraiment un effet d'aubaine pour les grandes entreprises. Donc c'est pourquoi cette niche fiscale doit être réformée. En conclusion, chers collègues, l'imposition des sociétés doit évoluer
pour répondre aux enjeux contemporains. Et même si je crains que ce texte ne soit adopté, j'espère qu'il saura susciter le débat. Nous le soutiendrons. Je veux remercier l'ensemble de mes collègues, la ministre, la commission, l'ensemble des groupes d'avoir participé à ce débat. Je pense que même si le débat était parfois un peu caricatural dans les appréciations, nous avons aussi préparé le débat budgétaire. Nous avons pu, pour notre part, faire des propositions sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxation des superprofits, sur l'évolution des niches fiscales et la plus importante d'entre elles, c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche. Je pense que nous devons vraiment changer de modèle et continuer d'y réfléchir. Je pense que c'est plus porteur d'avenir, plus intelligent, que ça va plus dans le sens d'objectifs que nous partageons parfois bien au-delà des bancs de la gauche en matière notamment écologique, que le simple bouchage de trous auquel va se livrer le PLF 2025, un peu au détriment des plus riches et des grandes entreprises, beaucoup au détriment de l'ensemble des Français. J'ai entendu aussi beaucoup d'arguments, de citations. Nous y reviendrons certainement dans le débat budgétaire parce que finalement, c'est vous, la majorité sénatoriale, avec le gouvernement, qui allez augmenter les impôts de manière indiscriminée dans quelques semaines. Nous reprendrons également ce que vous avez dit à ce propos. Nous avons proposé un autre dispositif